Ce que vous venez de voir, c'est un peu mon pire cauchemar pour Tournesol en version très gentille. Plus spécifiquement, le jour où la vidéo numéro 1 de Tournesol est une vidéo raciste, pédophile ou conspirationniste, tout le projet pourrait être décrédibilisé. Et pour tout vous dire, c'est déjà un peu arrivé il y a quelques mois lorsque notre algorithme d'apprentissage était encore plein de bugs. Bon, la vidéo problématique n'était pas tout à fait numéro 1, mais j'en ai eu des sueurs froides. Bref, tout ça pour dire que la sécurité de Tournesol et des recommandations faites par Tournesol, c'est une préoccupation majeure du projet. Il est absolument critique que les scores calculés par Tournesol soient parfaitement sécurisés et ne conduisent pas à des recommandations dangereuses. Et malheureusement, garantir la sécurité des scores, c'est une tâche extrêmement ardue, sachant qu'on veut également qu'ils soient déterminés par les jugements de nos contributeurs et qu'on ne connaît pas personnellement nos contributeurs. En fait, même si on les connaissait personnellement, on ne pourrait jamais exclure la possibilité que leur compte se fasse hacker et qu'ils soient exploités par des entités extrêmement malveillantes. Dans le langage de l'algorithmique répartie, de telles entités maximalement malveillantes, c'est ce qu'on appelle des byzantins, notamment après que Leslie Lamport a voulu illustrer la difficulté de concevoir des solutions en présence de byzantins via une fable qu'on appelle désormais le problème des généraux byzantins. Il faudra que je vous en reparle un jour. Le problème, c'est que sur Internet, les byzantins, c'est la norme. Rappelez-vous de ce qu'on disait dans le premier épisode de cette série. Sur Facebook, malgré tous les contrôles et malgré des énormes équipes d'ingénieurs dédiés à l'identification des faux comptes, il y a très certainement beaucoup plus de faux comptes que de comptes associés à des utilisateurs humains authentiques. En 2019 seulement, Facebook avait ainsi retiré 6 milliards de faux comptes de la sorte. On retrouve également certainement des attaques massives par faux comptes sur des sites comme Amazon ou TripAdvisor, et ça ne devrait pas être étonnant sachant les intérêts économiques énormes des industriels et des restaurateurs pour booster leur score, et sachant la facilité avec laquelle il est possible de créer des faux comptes sur ces plateformes. De façon plus générale, toute plateforme web collaborative et influente doit s'attendre à ce que toutes sortes d'entités malveillantes recherchent et exploitent les vulnérabilités de la plateforme. En particulier, s'il leur est possible de créer des faux comptes pour manipuler les scores de Tournesol, par exemple pour promouvoir une vidéo qui nie le changement climatique, il faut s'attendre à ceux qui ont énormément d'argent à dépenser pour y arriver, y parviennent, surtout le jour où Tournesol deviendra connu et influent, et dans le cas où Tournesol ne serait pas suffisamment sécurisé. The beauty of our decentralized internet is that no one controls it. But if 51% were controlled by one entity, like say Lori and Yao, they could rewrite the rules for everyone. They can delete all of our users, all of our developer apps, crash our coin. This would be the end of Pied Piper. Il y a une expression en particulier pour parler du cas où les byzantins prennent complètement le contrôle d'un projet collaboratif. C'est ce qu'on appelle l'attaque des 51%, ici illustré dans le cas de l'Internet décentralisé fictif conçu par les héros de la série Silicon Valley, qui s'appelle Pied Piper. Initialement protégée par un système de permission, la sécurité de Pied Piper est tout à coup violée et une entité malveillante cherche alors à prendre son contrôle pour faire crasher tout Pied Piper. Et pour y arriver dans la série, il suffit en fait à l'entité malveillante de connecter plus de machines au réseau qu'il n'y en avait initialement. Une telle attaque est appelée une attaque des 51%. Et ce n'est bien sûr pas du tout spécifique au monde numérique. En démocratie aussi, si une idéologie ou une mésinformation parvient à conquérir 51% des citoyens, alors elle pourra en principe contrôler la politique du pays. Même si en pratique, toutes sortes de contre-pouvoirs empêchent généralement un contrôle total des organismes gouvernants du pays, comme par exemple les autorités sanitaires qui ne dépendent pas directement de la volonté démocratique. Mais cette attaque des 51% ne se restreint pas non plus à la démocratie. Par exemple, dans la série Suits, les personnages principaux cherchent eux aussi à garder le contrôle de leur entreprise en s'assurant qu'aucun rival ne réussisse à gagner le cœur de 51% du conseil d'administration qui a le pouvoir suprême sur l'entreprise. Ceci étant dit, c'est surtout dans le monde numérique, et en particulier dans celui des crypto-monnaies, que le risque d'attaque des 51% est devenu une obsession. Après tout, si une entité parvient à effectuer une attaque des 51% sur le Bitcoin, alors les 18 millions de Bitcoins en circulation qui valent 40 000 € chacun, représentant ainsi un total de 700 milliards d'euros, tous ces bitcoins ne vaudraient tout à coup presque plus rien du tout parce que l'attaquant pourra frauduleusement supprimer les transactions qu'il arrange et décrédibiliserait ainsi toute la sécurité du bitcoin. 700 milliards d'euros pourraient disparaître du jour au lendemain en cas d'attaque des 51%. Autant dire que beaucoup de milliardaires prennent le risque de l'attaque des 51% très au sérieux.
Très rapidement, les informaticiens se sont rendus compte que pour se protéger d'une attaque des 51%, il est nécessaire de rendre difficile la participation au projet collaboratif. En effet, autrement, n'importe qui pourrait créer un grand nombre de faux comptes pour contrôler 51% des comptes et prendre ainsi le contrôle du projet collaboratif. Une telle création massive de faux comptes est d'ailleurs ce qu'on appelle une attaque Sybil. La solution trouvée par le Bitcoin pour rendre difficile une telle participation est de réutiliser ce qui fut utilisé pour empêcher l'envoi massif de spam. Cette solution est ce qu'on appelle le Proof of Work. Le Proof of Work, c'est un problème difficile qu'on demande aux participants de résoudre pour pouvoir participer. Dans le cas des emails, le problème en question n'est pas si difficile, mais il faut quand même quelques secondes aux machines modernes pour le résoudre. Dans le cas du Bitcoin, le problème est beaucoup plus difficile, puisque 10 minutes sont nécessaires pour une armée de machines pour enfin le résoudre. C'est ce Proof of Work qui permet au Bitcoin d'être devenu le système informatique le plus fiable et le plus résilient jamais créé à ce jour. Contrairement à Google par exemple, en l'espace de plus de 10 ans, Bitcoin n'a jamais connu aucune panne. Malheureusement, le Proof of Work a aussi d'énormes défauts. Pour commencer, il est extrêmement polluant puisqu'il amène de nombreuses machines à faire d'énormes calculs juste pour participer au Bitcoin et aider à le sécuriser. Et pour le coup, on parle de calcul et donc de pollution absolument gargantuesque. On estime ainsi que le Bitcoin consomme plus d'énergie que l'Argentine. Par ailleurs, le Proof of Work permet surtout à ceux qui possèdent le plus de puissance de calcul de contrôler le Bitcoin. Et au final, ça correspond à ceux qui ont le plus d'argent. Pas sûr qu'il soit souhaitable pour tous les projets collaboratifs d'être contrôlés, ou du moins contrôlables, par ceux qui sont capables de dépenser plus d'argent. En tout cas, je préfère que Tournesol ne soit pas vulnérable aux milliardaires. Bref, pour nous protéger de l'attaque des 51%, il nous faut absolument des solutions plus éthiques. Et les alternatives classiques considérées par les crypto-monnaies, comme le Proof of Stake, le Proof of Burn, le Proof of Space ou encore le Proof of Bandwidth, ce sont des solutions qui me semblent très insatisfaisantes à cet égard. L'idéal recherché par Tournesol est ce qu'on appelle le Proof of Personhood. Idéalement, il faudrait qu'on soit en mesure de prouver que chaque compte validé sur Tournesol est contrôlé par un utilisateur humain, mais aussi et surtout que cet utilisateur humain ne contrôle aucun autre compte sur Tournesol. En gros, on veut la même condition que le vote citoyen en démocratie. Notez que cette seconde condition exclut en particulier les solutions à base de CAPTCHA qui consistent à vérifier que l'utilisateur est humain. Cependant, de tels systèmes utilisés notamment par Facebook peuvent être largement attaqués par des fermes à clics où un grand nombre d'employés humains sont payés pour ouvrir de nouveaux comptes sur une plateforme donnée. Malheureusement, trouver une solution pour le Proof of Personhood est encore un énorme défi de la recherche moderne. Si certains pays se mettent à concevoir de tels systèmes d'identité numérique, il n'existe cependant pour l'instant aucune solution simple à utiliser. Et quand bien même ces systèmes existeraient, il faudrait absolument veiller à ce qu'ils soient parfaitement sécurisés. Pour Tournesol, l'une des pires choses qui puisse arriver serait par exemple que toutes les identités en Inde soient violées par un byzantin qui les utiliserait pour manipuler à sa guise les scores Tournesol. Pour toutes ces raisons, la solution aujourd'hui implémentée par Tournesol est la validation d'emails associés à des noms de domaine de confiance comme @epfl.ch ou @decathlon.fr. En particulier, pour protéger Tournesol de l'attaque des 51%, on juge la probabilité qu'un byzantin puisse créer un grand nombre de faux comptes rattachés à ce nom de domaine. C'est pour cela que des noms de domaine comme @gmail.com ne sont pas considérés dignes de confiance. C'est aussi pour cela que des noms de domaine comme @scienceforall.org ne sont pas non plus considérés dignes de confiance. Non seulement le propriétaire de ce nom de domaine pourrait créer plein d'emails avec ce nom de domaine, mais surtout, s'il n'est pas un expert en sécurité informatique, il pourrait ainsi se faire hacker par un byzantin qui créerait plein d'emails avec ce nom de domaine. Alors bien sûr, malheureusement, ce mode de certification est aussi très restrictif. Et je présente mes excuses auprès de tous ceux parmi vous qui souhaiteraient participer, mais ne disposent pas d'emails associés à des noms de domaine de confiance. Ceci étant, sur Tournesol, on dispose désormais d'autres méthodes de validation de comptes. Il est ainsi désormais possible de devenir garant d'autres comptes. Ainsi, si votre conjoint ou votre ami est sur Tournesol, alors vous pouvez aller sur sa page Tournesol et dire à Tournesol que vous certifiez le fait que l'utilisateur du compte est un humain et que cet utilisateur ne possède qu'un seul compte actif sur Tournesol. Un utilisateur qui possède suffisamment de garants vérifiés sera alors considéré vérifié à son tour. Tournesol envisage aussi un système de validation par téléphone fixe, mais le développement de cette solution risque de nous prendre un peu de temps. Enfin, on est bien entendu à l'écoute de toute idée pour valider davantage de comptes tout en restant fiable et robuste aux attaques de byzantins, ne serait-ce encore une fois que pour le bien de mon propre sommeil.
Alors, j'ai parlé jusqu'ici de l'attaque des 51%, cependant sur Tournesol, la vulnérabilité ne correspond pas à une attaque des 51%. Pour le comprendre, il faut rentrer un poil plus dans les détails de l'algorithme utilisé pour calculer les scores Tournesol. En général, le machine learning utilise des algorithmes d'apprentissage très vulnérables à la présence d'une unique source de données byzantine. Et ça vient du fait que les algorithmes les plus utilisés s'appuient sur des calculs de moyenne, notamment lors de l'estimation du gradient, pour ceux qui voient ce dont je parle. Depuis quelques années, la recherche a beaucoup avancé pour rendre les algorithmes d'apprentissage résilients à des sources de données byzantines, recherche dans laquelle j'ai moi-même été d'ailleurs impliqué. Sur Tournesol, on s'est appuyé sur cette recherche pour rendre nos algorithmes résilients. En fait, on a même démontré dans un article qu'on est en train de soumettre et dont la version archive sera accessible incessamment sous peu, on a montré dans ce papier qu'un nombre f de comptes byzantins pourra affecter le score global d'O plus f divisé par 2 points. Or, il y a des vidéos qui pourraient n'être notées que par des comptes byzantins. La sécurité de Tournesol, surtout à l'heure actuelle, ne dépend en fait pas de la fraction de byzantins, elle dépend aujourd'hui du nombre de comptes byzantins sur la plateforme. Et ça ne m'aide vraiment pas à dormir sur mes deux oreilles. Pour mieux protéger des comptes byzantins, d'autres mesures devront être prises pour réduire l'influence maximale de chaque compte sur les scores Tournesol, identifier des vulnérabilités potentielles, détecter les comportements anormaux, généraliser les scores d'un compte à des vidéos qu'il n'a pas encore vues, corriger le biais de représentation dans l'ensemble des électeurs et tenir compte de l'expertise des contributeurs parmi tant d'autres projets de recherche. Bref, Tournesol est un immense chantier, mais j'espère que vous êtes convaincus qu'il s'agit avant tout d'un fabuleux chantier qui a besoin de vous.